Bonjour, vous me pardonnerez cette petite décoration sur le front qui est due à une chute sur un itinéraire hors piste de nuit en montagne, dans un endroit qui n'aurait sans doute pas été recommandé par notre cher État nounou. Bon, peu importe, ça ne m'empêchera pas de faire cette vidéo dont le sujet va porter sur un effet délétère de l'action des banques centrales qui constitue ce que j'appelle une véritable fabrique à socialistes. Alors cette vidéo elle vient d'abord d'un article de Zero Hedge que vous voyez ici qui indique une croissance marquée des inégalités à la fois de patrimoine et même de revenus. Là on parle des États-Unis, c'est un petit peu le même processus qui est en cours en Europe. Donc en 1990, les 90% de la population les moins riches avaient environ 33% du patrimoine global des États-Unis, des ménages américains. Et cette part, elle est tombée à 23% seulement aujourd'hui, pendant que ici, la part des 1% les plus riches passe de 30% à 37%. Donc il y a un accroissement assez net des inégalités de patrimoine. Et en même temps, ici, vous voyez que depuis 2008, les revenus des classes moyennes et les moins riches ne progressent plus. On stagne ici sur cette courbe, alors que ceux du quintile, donc des 20% les plus hauts, ont sensiblement progressé. Par contre, vous voyez ici, on passe d'une croissance cumulée de 75 à 100%, quasiment 100% sur le graphique. Si on regarde la situation de la France, c'est un petit peu la même chose, sous forme atténuée quand même. Donc ici, les 3 déciles, donc les 30% les moins riches, ne voient pas leur patrimoine progresser sur les 20 dernières années, depuis 1998. Pendant que les autres, donc les 70% les plus aisés, voient leur patrimoine progresser par contre de façon assez égale, plus 100% en moyenne. Mais si on regarde la situation plus en détail, on voit que pour les déciles 4 à 7 ou 8, l'essentiel de cette progression du patrimoine est lié à l'immobilier. Ici, vous voyez la part de l'immobilier dans les ménages, 68 à 75% pour ces classes moyennes. En gros, c'est simplement la résidence principale du ménage dont la valeur a progressé du fait de la hausse générale de l'immobilier. Mais ça n'est pas un patrimoine qui va être source de revenus et source de rente future pour ces ménages concernés. Donc c'est pas vraiment une hausse très intéressante en pratique pour eux. On note que le décile le plus riche a moins d'immobilier dans son patrimoine et plus d'actifs financiers, 25%, alors que dans les classes moyennes on est à 12-13%. Et si on va dans le 1% les plus riches, qui ne figure pas sur ce graphique, on verrait que cette part de l'immobilier tombe à environ un tiers et que, au contraire, la part des actifs financiers augmente encore sensiblement, ce qui peut être aussi une indication intéressante du type de placement qu'il vaut mieux avoir si on veut voir vraiment son patrimoine progresser. Alors cet accroissement des inégalités qui est particulièrement marqué aux États-Unis, même s'il est sensible aussi dans de nombreux pays européens, il n'est évidemment pas dû à un soi-disant ultralibéralisme ou un défaut du capitalisme que le camp du bien en Europe s'empresse de mettre en avant. La réalité est que cet accroissement des inégalités est dû uniquement à l'action des banques centrales et des États qui cherchent à provoquer des plans de relance artificiels des économies par leur politique de taux zéro, puis plus récemment par le quantitative easing. Donc ces politiques, elles créent des bulles d'actifs dans tous les sens. Donc ceux qui ont déjà du patrimoine, que ce soit immobilier ou financier, voient leurs actifs progresser fortement en valeur, alors que ceux qui ont peu de patrimoine, évidemment, ne sont pas concernés par cette tendance et n'en profitent absolument pas. Et du coup, évidemment, les inégalités s'accroissent. La conséquence est que pour une grosse partie, ou en tout cas au moins les classes les plus pauvres et moyennes des pays concernés par ces politiques, ne voient plus vraiment les effets concrets de la croissance dans leur vie quotidienne. Bon, si on y réfléchit bien, pour le français moyen, entre les années 2000 et aujourd'hui, il y a eu assez peu de changements dans leur vie
courante. Bon, les smartphones font de meilleures photos, sans doute. On a des débits sur Internet qui sont meilleurs. En dehors de ça, dans la vie de tous les jours, il y a assez peu de changements. Alors qu'un Vietnamien, par exemple, entre sa situation il y a 20 ans et la situation aujourd'hui, même s'il fait partie des classes les moins aisées ou des classes moyennes, il aura vu de gros changements dans sa vie. Il aura vu quand même les effets concrets de la croissance dans sa vie de tous les jours. Du coup, en psychologie des foules, les mentalités vont être très différentes aujourd'hui dans les pays d'Europe de l'Ouest et dans des pays comme le Vietnam. Au Vietnam, on peut dire que l'ensemble ou presque de la population croit dans la croissance, va croire dans le progrès, aura donc une confiance assez élevée dans l'avenir, alors qu'en France, par exemple, ou dans d'autres pays développés, une partie de la population commence à douter beaucoup de la croissance, se met à accuser le capitalisme, etc. Et ça, à terme, évidemment, ça risque de déclencher, ou enfin, en tout cas de faire progresser des mouvements collectivistes qui sont très dangereux pour nous épargnants. Alors, il y a un trait en psychologie des foules qui est fondamental. Lorsque une foule est optimiste et croit dans les perspectives de croissance pour son avenir, elle croit aussi dans la domination de l'homme sur la nature. Ça veut dire qu'elle veut tout simplement aménager la nature pour en retirer un bénéfice, à ce que l'humanité a toujours fait jusqu'ici au cours des derniers siècles d'ailleurs. Et au contraire, lorsqu'elle se met à douter des perspectives d'avenir, elle va adopter la position inverse, c'est-à-dire le pouvoir de la nature sur l'homme. C'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui dans des pays d'Europe de l'Ouest avec une montée en puissance de différents courants écologistes. Et on a dans divers pays des manifestations de ce genre, de personnes qui croient dur comme fer que la fin du monde est pour 2050, qu'on va vers une apocalypse climatique ou je ne sais quoi d'autre. Bon, dans la réalité, évidemment, 1 à 3 degrés de plus, si jamais il devait arriver sur notre planète, ne poserait absolument aucun problème dans la vie courante. On a déjà eu de nombreux changements de ce type dans un passé géologique récent sur la Terre. Ça s'appelle les événements de Dansgaard-Oeschger par exemple. C'était des variations brutales du climat en quelques décennies qui pouvaient dépasser largement d'ailleurs 3 degrés. Ça n'a posé aucun problème concret à notre planète, et les climats plus chauds du passé, l'optimum Holocène il y a 6000 ans, l'optimum éhémien il y a 125 000 ans par exemple, avec des climats beaucoup plus chauds que le climat actuel, ont été plutôt très favorables à la vie, avec une large réduction des surfaces désertiques, par exemple un Sahara vert. Donc ce sont des choses qui ne m'inquiètent personnellement pas du tout, mais bon, peu importe. Une grosse partie aujourd'hui de la population croit dur comme fer à l'apocalypse climatique. Bon, on a là un sondage, par exemple, dans le journal du dimanche, 1er juillet 2019, 72% des Français pour l'état d'urgence climatique. Alors derrière ça, on a une campagne de presse, une propagande médiatique massive et quasiment uniforme. Plus aucun média ou presque, à quelques exceptions près, à l'heure actuelle par exemple, n'ose remettre en cause le dogme de l'Église alarmiste. Et dès le collège et le lycée, on commence la propagande vis-à-vis des élèves pour qu'ils intègrent bien sagement aussi ce dogme. Alors maintenant, je vais en venir à ce qui nous intéresse, les conséquences pratiques pour nous épargnants. Il faut bien voir que les mouvements qui sont derrière ça, pour l'apocalypse, l'urgence climatique, les mouvements environnementalistes, sont des mouvements qui sont par nature totalement collectivistes. Le communisme a échoué début du XXe siècle, ensuite le mur de Berlin est tombé, on a vu que c'était une impasse. Du coup, aujourd'hui, politiquement, plus personne ou presque n'ose se présenter clairement comme communiste, mais on va passer pour faire renaître ces idéologies collectivistes, on va utiliser le prétexte de l'écologie.
Donc je vais vous montrer ici par exemple pour la revue Novetic qui se présente comme expert de la finance durable et média référence de l'économie responsable, qui est assez écouté en tant que lobby dans divers partis politiques. Voilà les mesures qu'ils proposent pour rester sous 1,5 degré de hausse du climat selon les modèles assez contestables du GIEC d'ailleurs. Donc voilà, donc interdiction de vendre des véhicules neufs pour un usage particulier, température moyenne de 17 degrés dans les logements, vous aurez droit à 30 mètres carrés par habitant, pas plus, hein, donc cage à lapin obligatoire. 1 kg de vêtements neufs sur le marché par an et par personne. Bon, là aussi, on n'est plus très loin des tickets de rationnement de l'Union soviétique. Interdiction de prendre l'avion, sauf dans le cadre d'une loterie nationale de 500 000 vols par an. Donc, si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être prendre l'avion une fois tous les 20 ans, 30 ans, ça dépend. Donc, si on applique ces mentions. Des restrictions sur la consommation de viande, ici, des quotas sur les produits importés. Donc on est en plein, vous voyez, on est en plein délire soviétique, hein, rationnement, interdiction, collectivisme de partout. La désignation comme bouc émissaire de tous ceux qui ne partagent pas le dogme est en place. Ici, vous avez une personnalité assez connue qui régulièrement dans les médias, scientifique Aurélien Barraud, astrophysicien, qui n'a aucune expertise en climat, mais bon, peu importe. Donc pour lui, tous ceux qui doutent de la catastrophe environnementale sont anormalement cérébrés. Donc ça veut dire que pour ces personnes dont je fais partie, il faut sans doute une opération chirurgicale ou un camp de rééducation ou un internement en asile psychiatrique, hein, peut-être, enfin peu importe. On est ici, vous le voyez, dans une doctrine qui est fondamentalement totalitaire et collectiviste. Alors si vous mettez par là-dessus l'arrivée d'une grosse crise économique, qui est à mon avis, hein, je vous l'ai déjà dit, assez probable maintenant, hein, vu qu'on a tous les signaux d'alarme en place pour, on va, en termes de psychologie des foules, avoir une foule qui va encore plus attaquer le méchant ultralibéralisme, hein, puisqu'on va accuser encore le monde financier, ceux qui ont beaucoup de patrimoine, d'être à l'origine des bulles d'actifs précédentes de la crise. C'est totalement faux, hein, ce sont les banques centrales qui en sont à l'origine, mais pour la foule, le bouc émissaire, il va vite être retrouvé. Et on risque d'avoir des mouvements de ce genre encore plus puissants et qui potentiellement pourraient arriver au pouvoir dans certains pays. Et à ce moment-là, transformer ces pays en Venezuela ou en régime bien collectiviste dans lequel nous autres épargnants seront spoliés et n'auront vraiment aucun avenir. Alors la menace à long terme, elle est bien réelle, elle n'est pas pour tout de suite, elle n'est pas pour dans les 1, 2, 3 ans qui viennent, mais si on se place à échéance de 5 à 10 ans par exemple, elle est réelle. Et pour se prémunir de cela, il y a une seule stratégie qui consiste surtout à ne pas faire ce que font la majorité des Français et notamment toutes les classes moyennes, c'est-à-dire avoir 77 ou 74% du patrimoine en immobilier dans la résidence principale, parce que faire ça, ça va vous verrouiller un pays, ça va vous obliger à rester dans ce pays, même si la conjoncture devait devenir très défavorable pour vous en tant qu'épargnant. Donc faites en sorte, au contraire, d'avoir un patrimoine vraiment dans le contexte actuel qui soit mobile, qui soit déplaçable, qui soit adaptable facilement, et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut que les actifs financiers dominent dans votre patrimoine. Si vous voulez avoir de l'immobilier, il n'y a pas de souci, hein, rien ne vous empêche d'acheter de l'immobilier coté, mais au moins vous pourrez vendre relativement rapidement vos actifs en l'espace de quelques semaines si la conjoncture de votre pays devait se dégrader, pour pouvoir partir ailleurs dans des pays qui seraient moins affectés par cette fabrique à socialisme que constitue l'action actuelle des banques centrales.
Voilà, donc en conclusion, hein, ayez un œil très attentif dans les années qui viennent sur l'évolution de ce genre de mouvement et des partis politiques associés, parce qu'ils constituent peut-être la plus grosse menace qui puisse exister pour vous en tant qu'épargnant, au moins pour les pays d'Europe de l'Ouest.